la diffusion et ça va être tout bon. Ça y est, vas-y. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Je vais me présenter à mon tour. Je m'appelle Brahim Mourki, je suis conseiller en création reprise d'entreprise au sein de la BGE. Le réseau BGE, effectivement, fait partie des différents intervenants de la fabrique à entreprendre, piloté par Magali, que vous connaissez tous. L'objectif du jour, dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat, c'est d'évoquer les aides à la création reprise d'entreprise. D'accord? Ça me permet effectivement cette introduction de me rendre compte un petit peu des projets de chacun. On pourra être amené en individuel à les évoquer de façon un peu plus détaillée. Ce qui est sûr, c'est que l'objectif vraiment de cette matinée, pour cadrer un petit peu le contexte, c'est de vous exposer les différentes aides existantes en matière de création ou de reprise d'entreprise. OK? Alors, pour débuter, je voulais vous montrer une petite bulle des différentes aides qui peuvent exister et avec quels organismes éventuellement vous pouvez travailler ou vous rapprocher. Comme vous pouvez le voir, on a ici les différentes options possibles existantes. La première possibilité qui existe, c'est de recourir bien sûr à sa banque classique, qui vont avoir toutes des volets professionnels. On a aussi l'organisme qui s'appelle l'ADI, que je serai amené à vous évoquer de façon un peu plus détaillée par la suite. Pour ce qui est du panorama des différentes aides, à la fois les aides régionales, la GFIP, les aides de Pôle emploi pour ceux effectivement qui sont en situation de recherche d'emploi actif, Initiative 89 et le dispositif notamment SIEG. D'accord? N'hésitez pas, si vous souhaitez intervenir, me faire un petit signe pour qu'on puisse vous donner la parole et traiter la situation particulière qui vous concerne. OK? Du coup, on va débuter tout de suite par le dispositif qui s'appelle le SIEG. D'accord? Donc, c'est un dispositif qui est porté donc par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, qui a pour vocation de permettre à toute personne qui est dans une démarche de création d'entreprise de travailler sur ce projet-là et de solliciter un opérateur d'accompagnement dédié et validé effectivement par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Donc, sur notre territoire, vous allez avoir la possibilité de solliciter donc la Chambre de commerce, la Chambre des métiers, la BGE, voire la coopérative L'Envol pour certains d'entre vous qui l'ont peut-être rencontré, dans ce cadre-là, dans le cadre du dispositif SIEG. En fait, c'est un dispositif qui a pour vocation de travailler donc sur 3 phases. D'abord, la phase du montage de projet, puis effectivement la recherche de financement auprès effectivement des banquiers et autres structures de prêt d'honneur. Et enfin, il y a un appui au développement de cette entreprise-là. Donc, c'est-à-dire que finalement, c'est un accompagnement avant la création, un soutien pour l'intermédiation bancaire et un suivi post-création. D'accord? Pour vérifier effectivement comment votre activité débute, quels sont les points qu'il faut éventuellement améliorer, travailler de telle sorte à ce que vous puissiez pérenniser cette activité. Donc, le public ciblé effectivement par ce dispositif SIEG, donc il est assez large en réalité. Que vous soyez demandeur d'emploi ou non, que vous soyez bénéficiaire du RSA, jeune 18-25, salarié en conversion. Donc finalement, ce dispositif est un dispositif de droit commun, ouvert à tous et financé donc par la région Bourgogne-Franche-Comté. Petite parenthèse, pour entrer dans le détail global de ce dispositif, il faut savoir que la région qui finance ces parcours nous donne à tous une limite en nombre de parcours possibles d'accompagnement. Donc, soyez pas surpris si l'un des opérateurs peut, à un moment donné, vous indiquer qu'il n'a plus de disponibilité sur le SIEG. On vous orientera vers les autres opérateurs dédiés à l'accompagnement. Donc, comme je vous le rappelais, CCI, Chambre des métiers ou éventuellement la coopérative L'Envol. D'accord? C'est un dispositif de soutien extrêmement intéressant. Donc, c'est un accompagnement organisé et gratuit. Donc, ça ne vous coûte absolument rien. Il y a une contractualisation entre vous et l'accompagnateur pour définir finalement les objectifs
et essayer de mettre en place un plan d'action pour atteindre ces objectifs individualisés. Comme je vous le disais aussi, lorsqu'on en arrivera à la phase des besoins financiers, effectivement, il y aura ce qu'on appelle un appui ou une intermédiation auprès des organismes bancaires qui seront de toute façon un interlocuteur de chacun d'entre vous pour vos futures entreprises. Hein. C'est un acteur incontournable dans le domaine de la création. Et bien évidemment, comme je vous l'expliquais, la possibilité. Madame Hartmann, vous vouliez peut-être intervenir? Oui, bonjour. J'ai pas eu l'occasion de me présenter parce que je suis arrivée un petit peu après. Là, moi, j'avoue que cette formation, je la suis dans le cadre, juste en 2 mots, d'un rachat d'entreprise. Je suis Ok, consultante formatrice dans mon entreprise et on envisage de racheter à notre patron qui part en retraite. ok. Et je voulais juste savoir par rapport au dispositif que vous évoquez, Oui. vous mettez salarié en reconversion. Est-ce que le rachat d'entreprise peut être un cas de figure de salarié en reconversion? Enfin, je veux dire, est-ce que nous, potentiellement, on pourrait être concerné avec mes collègues Oui, par ce dispositif? D'accord. oui, Voilà. C'était juste ça. Merci beaucoup. il n'y a pas de problème. Donc, du coup, comme je vous le disais, effectivement, à l'issue de ce dispositif SIEG, vous avez la possibilité de bénéficier en fait, d'un accompagnement du nouveau dirigeant sur une durée d'1 an après la création ou la reprise de l'entreprise. D'accord. Finalement, l'idée, c'est pas de vous laisser dans la nature une fois que votre création est mise en place. C'est de maintenir quand même un suivi et un échange pour vérifier effectivement si les actions mises en place permettent effectivement de générer de l'activité, atteindre les objectifs du prévisionnel qui a été mis en place et voir quelles sont les actions correctives. Des questions par rapport à ça? N'hésitez surtout pas. Hein, l'objectif, c'est vraiment d'échanger et vu que c'est assez technique et notre quotidien, donc parfois ça peut peut-être être un discours qui n'est pas toujours assimilé, donc n'hésitez surtout pas. Magali, peut-être tu voulais intervenir. Oui, tu disais tout à l'heure, il y a un nombre limité de personnes, enfin limité, qui peut profiter de ce dispositif SIEG. À combien de personnes ça correspond? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc moi, je vais avoir effectivement les chiffres de notre structure BGE. Donc, sur l'année, effectivement, on a une quarantaine de parcours qui vont être répartis entre les conseillers euh, dans le cadre du dispositif SIOG. Bon. Encore une fois, je vous le rappelle, si nos parcours sont consommés, ne pas hésiter effectivement aussi à prendre contact avec les autres opérateurs d'accompagnement validés par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, à savoir donc la Chambre de commerce, la Chambre de métiers et la coopérative L'Envol. Si je peux me permettre, pour Oui. compléter la question, euh, au niveau du choix, enfin, au niveau de la décision de suivre telle ou telle personne, tel ou tel projet, c'est basé sur quoi? Sur un ordre chronologique, dans la mesure dans laquelle vous recevez les dossiers, ou sur la faisabilité du projet, ou comment ça se passe? C'est une question très pertinente, Bastien. Vous avez complètement raison de la poser. Euh, En réalité, effectivement, il y a la notion de chronologie et de besoin au moment de la rencontre. Hein. Effectivement, c'est le flux de futurs chefs d'entreprise arrivants qui vont pouvoir effectivement intégrer le dispositif. Euh, non pas qu'en fin d'année, il y aura moins de place, mais effectivement, c'est quand même une réalité. Mais notre objectif commun et l'objectif de la région, c'est d'essayer d'apporter ce service au plus grand nombre, d'où le fait d'avoir labellisé ou validé effectivement plusieurs opérateurs pour pouvoir finalement orienter vers l'un ou l'autre si toutefois effectivement ce besoin se fait ressentir. Mais c'est une question très pertinente, Bastien, vous avez raison de la poser. Merci pour votre réponse. Le dispositif SIEG, premier dispositif à garder en tête, financé effectivement par la région et qui, a priori, pourrait être assez pertinent pour chacun d'entre vous. Sachez dans tous les cas, pour vous rassurer et compléter un petit peu l'échange avec Bastien, que le SIEG est l'un des dispositifs d'accompagnement existants. Je pourrais éventuellement faire une petite parenthèse par la suite sur le dispositif qui s'appelle Active Créa Émergence, qui est mis en place donc, par le Pôle emploi sur notre territoire. Donc là, pour le coup, effectivement, Pôle emploi a choisi la BGE pour réaliser cet accompagnement, mais là, pour le coup, on est vraiment en amont d'un projet de création en tant que tel. Je crois que parmi vous, Audrey Clavaron est présente et effectivement, elle suit ce dispositif d'accompagnement avec notre structure actuellement
qui a vraiment pour objectif premier de présenter finalement l'environnement du chef d'entreprise. Qu'est-ce que la création d'entreprise? Est-ce que ça peut être une solution opportune pour la suite du parcours? Donc, finalement, il existe malgré tout d'autres dispositifs qui peuvent être mobilisés pour effectivement vous soutenir dans vos projets. OK? Bien, on continue. Hop. Donc, comme je vous le disais, il existe plusieurs possibilités pour bénéficier effectivement de financement dans le cadre de son projet de création d'entreprise. L'un des interlocuteurs dédiés ou vraiment incontournables sur notre territoire, et là c'est spécifique à notre territoire, s'appelle Initiative 89. D'accord? Donc, Initiative 89 fait aussi partie de la Fabrique à entreprendre, des différents acteurs de la Fabrique à entreprendre. Donc, je vous invite vraiment à bien garder cette information en tête. Sur notre territoire, le nom de la structure, c'est Initiative 89. Si vous allez sur d'autres territoires, vous pourrez trouver des structures qui s'appellent France Active ou Initiative France. En l'occurrence, cette structure au niveau local, c'est un mix des deux organismes qui a pour vocation première de vous permettre finalement de bénéficier de prêts d'honneur. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler du prêt d'honneur? Est-ce que pour vous, vous pouvez comprendre ou éventuellement entendre ce que je veux dire par prêt d'honneur? Bastien, peut-être? Oui, je connais pas exactement le principe. J'ai une petite idée, mais j'imagine que c'est un prêt basé sur, on s'engage à rembourser le prêt sur un laps de temps préétabli, j'imagine. C'est ça. Alors, le prêt d'honneur, pour bien vous définir le fonctionnement, c'est un prêt qui est fait à la personne, d'accord, à la personne physique. Il n'est jamais fait à la personne morale. Donc, si certains d'entre vous envisagent de s'installer en société, vous pouvez malgré tout recourir au prêt d'honneur. Simplement, c'est vous, à titre personnel, qui en serez redevable. D'accord? Ce prêt d'honneur, il a pour vocation de permettre finalement d'augmenter votre apport vis-à-vis d'un éventuel financeur et donc diminuer le risque potentiel pris par le réseau bancaire qui serait amené à vous accompagner dans le cadre de votre projet. Donc, c'est vraiment un coup de pouce non négligeable. Après, effectivement, il y a un certain nombre de conditions à bien respecter. En l'occurrence, la première, c'est de pouvoir monter un dossier auprès d'Initiative 89 et rencontrer les conseillers en charge des dossiers qui ensuite pourront valider dans le cadre d'une commission si le montant de votre prêt d'honneur pourra vous permettre d'augmenter votre apport. Donc, comme je le mentionne sur la slide que vous avez devant les yeux, c'est un montant compris entre 1 500 et 23 000 euros pour une création, 40 000 euros pour une reprise, remboursable sur 5 ans. Okay, je rappelle et j'insiste sur un point, c'est un prêt à la personne physique et non pas à la personne morale. Donc, vous en êtes redevable. Okay, mais le gros avantage, c'est qu'il est à taux zéro, on ne vous demande pas de garantie, et ça va vous permettre finalement d'augmenter votre apport et de crédibiliser d'autant plus votre projet auprès de l'éventuel financeur. Le mécanisme, ça va? C'est assez clair? Très clair. Donc, c'est à destination des porteurs de projets de création ou de reprise d'entreprise, non immatriculés ou immatriculés depuis moins de 6 mois au moment de la demande. J'insiste sur ces éléments de critères, parce que du coup, si le laps de temps est dépassé, ce sera d'autres dispositifs qu'il faudra essayer de solliciter. Donc, comme vous pouvez le voir, Initiative 89, dans le cadre de ce prêt d'honneur, va intervenir si et seulement si, sur votre plan de financement, est prévu effectivement un prêt bancaire. D'accord? Donc, sous réserve d'avoir recours à un prêt bancaire, là, vous pourrez prétendre à un prêt d'honneur. OK? Et justement, ce prêt, il est accordé par ce… Oui, Madame Hartmann, pardon. Vous interrompez pas, hein, je peux attendre quelques secondes, il n'y a pas de souci. En fait, ça apparaît rapidement sur l'écran, du coup, voilà, je préfère vous donner la parole en direct. Ça marche. Vous avez évoqué, c'est ce qui est marqué dans votre slide, qu'il faut être non immatriculé ou immatriculé depuis moins de 6 mois. Dans le cas d'une reprise, Oui. Je ne sais pas si nous, ça va être une nouvelle immatriculation. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. En fait, c'est justement le point d'abord que vous devez effectivement essayer de solutionner, Madame Hartmann. Parce que
Vous allez avoir la possibilité soit de racheter des parts sociales, de la cession d'actions. Donc, est-ce que justement, vous avez défini la Oui, modalité de reprise? ce serait un rachat de fonds de commerce. Donc, du coup, vous allez créer, vous aussi, une société qui va racheter ce fonds de commerce. Donc, D'accord. vous allez être Oui, dans ces oui, critères-là. ok, ça marche. Ça y est. Merci. Il n'y a pas de problème. Donc, sachez que ce fameux prêt d'honneur, il est accordé par un comité d'engagement. Donc, il est réuni donc, par Initiative 89 avec différents futurs interlocuteurs de l'entreprise, donc banquiers, assureurs, experts comptables, qui vont effectivement se positionner sur votre dossier au vu excusez-moi, au vu des éléments que vous aurez apportés. Et la particularité, effectivement, depuis la période Covid, c'est qu'aujourd'hui, vous faites ces comités en visio. C'est quand même quelque chose d'assez commun, mais vous avez la possibilité de défendre votre projet durant les visios auprès du comité local d'engagement qui, à l'issue, prend sa décision sur l'octroi du prêt d'honneur et de son montant. D'accord ? Là où c'est assez réactif, c'est qu'en général, à l'issue du comité, dans la journée ou au plus tard le lendemain, vous avez la connaissance de l'accord ou non d'Initiative 89 par rapport à votre projet. OK ? Donc, un acteur incontournable sur notre territoire. Ils sont situés à Auxerre. Il y a effectivement aussi un conseiller qui bénéficie d'une permanence sur le bassin de Sens. Donc, voilà, n'hésitez pas à garder cette structure en tête pour vos futurs projets. Je pense que ça peut être très utile pour justement lever des fonds et avoir un peu plus de financement. Bien. Je continue. Là, je voulais vous parler d'une prime qui est mise en place par la région. Donc là, le terme prime et prêt d'honneur sont deux choses différentes. Donc, le prêt d'honneur nécessite effectivement un remboursement. La prime est une subvention. D'accord ? Dans nos éléments de langage, la subvention est une aide financière non remboursable que vous n'avez pas besoin de rembourser. Cependant, cette prime, donc à la création reprise dans les territoires fragilisés, le terme utilisé par la région, c'est PCRTF, elle est à destination d'un certain public. D'accord ? Et donc, son objectif prioritaire, c'est de favoriser la création d'entreprises pour les porteurs les plus précaires dans les territoires les plus défavorisés en Bourgogne-Franche-Comté. Et on a ensuite la définition qui est mise en place par la région des territoires donc les plus défavorisés et effectivement des porteurs de projets entre guillemets les plus précaires. Donc de manière concrète, l'objectif, c'est de bénéficier d'une aide au financement de la création. Le montant de cette subvention, donc, c'est de 3 000 €. Okay, sous réserve. Donc, regardez bien les conditions, c'est l'élément important. Les personnes donc, vivant au sein, pardon, ça nous a, hop, voilà, les personnes vivant au sein des QPV. Donc, QPV veut dire quartier prioritaire de la ville. Pour ceux qui habitent sur Sens, ça va être donc le quartier des Champs-Plaisants, le quartier des Chaillots, le quartier des Arrêts. Ou en zone de revitalisation rurale. Donc ZRR veut dire zone de revitalisation rurale. Donc en Bourgogne-Franche-Comté, et qui ont un projet de création de reprise dans cette zone d'habitation ou non. D'accord ? Donc le critère qui est important pour la prime, c'est finalement d'abord votre lieu de résidence. Vous n'êtes pas obligé de créer au sein d'un QPV ou en ZRR, c'est votre lieu de résidence qui importe. Et, par contre, il faut que vous soyez résident, soit d'un QPV, soit d'une zone de revitalisation rurale. Donc, pour les QPV, je vous ai cité sur Sens ce qui était effectivement de cet ordre, ce qui relevait du QPV. Par contre, pour ce qui est de la ZRR, c'est un peu plus vaste. Il faut vraiment, dans le cadre de l'accompagnement que vous pourrez avoir, vous rapprocher de la région et simplement indiquer la ville dans laquelle vous résidez. La région vous répondra sur place si effectivement c'est une zone de revitalisation rurale ou non. Sachez que le sens de zone de revitalisation rurale ici, c'est un sens économique. Ce n'est pas parce qu'il y a très peu d'habitants dans la ville ou le village où vous résidez que ce sera automatiquement une zone de revitalisation rurale. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut absolument prendre le temps de vérifier effectivement avec la région si votre ville
est considéré comme ZRR ou non. Okay. Donc, cette prime vient en complément d'un prêt bancaire ou éventuellement d'un microcrédit de l'ADI, d'un montant minimum de 3 000 €. En fait, pour pouvoir prétendre à cette prime de 3 000 €, il faut avoir eu recours à un emprunt ou un microcrédit de minimum 3 000 €. Si votre projet, de manière concrète, n'implique pas de fonds au démarrage et que vous n'avez pas besoin de solliciter la banque ou l'ADI, vous n'aurez pas accès à cette prime. D'accord? La région a vraiment insisté sur ce point-là. Deuxième aspect, il faut effectivement que dans votre plan de financement, la part d'autofinancement, c'est-à-dire votre apport, soit d'un montant minimum de 5% du plan de financement global. OK? Des questions par rapport à ça? De manière technique, en réalité, derrière, si vous êtes éligible, de toute façon, le conseiller, hein, que ce soit BGE, CCI ou CMA, vous en informera sur place et on montera le dossier ensemble pour solliciter la prime. OK? Donc ça, c'est quand même une aide assez intéressante qui va venir en réalité s'ajouter finalement à votre plan de financement. Parce que de manière concrète, lorsque vous montez votre dossier auprès de la région, il y a une commission qui est tenue au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et finalement, ces 3 000 € n'arrivent pas au démarrage de votre activité. Okay, ils vont arriver au plus tard 3 à 4 mois après le démarrage de votre activité, sachant que c'est les délais administratifs de traitement de votre dossier en commission auprès du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Mais je le rappelle, il s'agit d'une subvention. Donc, vous n'avez pas lieu de la rembourser. On continue? Bien. Toujours dans l'ordre justement des subventions. Je vais vous parler ici de celles mises en place par l'AGEFIP. Donc, effectivement, si parmi nous, il y a des personnes qui sont soit titulaires d'une reconnaissance travailleur handicapé ou bénéficiant d'une invalidité de minimum 10%, ce dispositif AGEFIP, il est fait pour vous. D'accord? Donc, hein, je vous ai mis les conditions. Travailleur reconnu handicapé par la MDPH, accidenté du travail ou de maladie professionnelle dont l'incapacité permanente était au moins égale à 10%, ou les titulaires de pension d'invalidité à condition que cette invalidité réduise de 2/3 la capacité de travail et de gain. Donc, pensionné de guerre ou asséminé et bénéficiaire d'allocation adulte handicapé. Donc l'AGEFIP, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire une petite introduction, c'est l'association nationale qui va gérer les fonds pour les personnes en situation de handicap. Peut-être, toute entreprise est censée avoir en son sein, au niveau de ses effectifs, un pourcentage de personnes reconnues travailleurs handicapés. Si ce pourcentage n'est pas respecté, savoir 6%, les entreprises payent des amendes. En l'occurrence, elles vont les payer à l'AGEFIP, qui ensuite va réinvestir ces fonds-là à destination des personnes en situation de handicap. Et l'une de ces destinations, justement, c'est l'aide à la création d'entreprises. Et en l'occurrence, l'AGEFIP met en place une subvention d'un montant de 5 000 € qui permettent de venir en complément des dispositifs de droit commun pour finalement finaliser ce qu'on appelle le plan de financement au démarrage. L'AGEFIP exige que vous ayez à minima un apport de 1 500 € et que vous ayez bénéficié d'un suivi personnalisé par l'organisme d'accompagnement dédié sur le territoire. Donc, en l'occurrence, pour cette année en tout cas, BGE et l'organisme dédié pour les personnes en situation de handicap qui souhaitent créer leur entreprise. On est mandaté par l'AGEFIP pour réaliser ces accompagnements-là. Sachez qu'il y a une petite information supplémentaire importante, c'est que l'AGEFIP met dans ses conditions le fait qu'il y ait la nécessité de rembourser l'aide si on cesse l'activité ou on revend l'entreprise dans un délai de 1 an. Parce que l'objectif, finalement, encore une fois, hein, c'est des fonds publics, c'est
pas non plus de distribuer à tout va, c'est de distribuer au bon endroit, aux bonnes personnes, dans l'optique de permettre vraiment une situation pérenne. D'accord? Il ne faut pas non plus que ça fasse effet d'opportunité, on va dire. L'idée, c'est réellement de permettre effectivement à des personnes qui en ont réellement besoin de pouvoir les soutenir dans leur démarche de création. Bastien, vous vouliez intervenir peut-être? Non, non, pas du tout. D'accord, j'ai vu que vous aviez coupé le micro, je le pensais. Non, non, excusez-moi. Ah, je pensais pas que vous le voyiez. C'est simplement pour pas faire d'erreur à parler ou autre et vous, et vous embêter pendant votre explication. Désolé. Pas de souci. Donc, si parmi nous, effectivement, il y a des personnes qui sont dans ces conditions, je vous invite à bien noter cette subvention mise en place par la GFIP et sachez qu'effectivement, sur notre territoire, c'est BGE qui est mandaté par la GFIP pour mettre en place cette subvention et cet accompagnement. Donc, hop, donc les conditions, encore une fois, hein, l'objectif malgré tout de la GFIP, c'est que cette création d'entreprise ne soit pas un complément d'activité. Le but, c'est vraiment que ce soit votre activité principale. Donc, créer ou reprendre une entreprise, quelle que soit sa forme juridique, permettant, et ça c'est important, d'assurer un emploi pérenne compatible avec son handicap. En l'occurrence, c'est aussi un des éléments qu'on est amené à vérifier. Les personnes en situation de handicap, c'est ce qu'on appelle l'adéquation porteur-projet. Et de respecter finalement les contre-indications médicales mentionnées par les médecins, hein, par les professionnels de santé. Vérifier que le poste et enfin, la création d'entreprise est pertinente par rapport aux contraintes médicales de la personne. Les associations sont exclues. Si vous avez un projet de création d'une association, on ne rentre pas dans ce cadre de la subvention AGFI. Et bien évidemment, il faut que vous soyez majoritaire de l'entreprise. Donc, le créateur ou repreneur doit exercer le contrôle effectif de l'entreprise, c'est-à-dire être dirigeant de l'entreprise. Et en cas de création sous forme de société, avoir à minima 50% du capital. Donc, ce qui est important, c'est finalement pour la GFIP, c'est que la personne exerce réellement au sein de l'entreprise et que ça corresponde à son emploi pérenne à temps plein dans l'idéal. Si les personnes sont concernées par cette situation et que effectivement ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec notre structure, la BGE. On sera amené à vous rencontrer et à vous expliquer de façon plus détaillée les modalités de mise en place de cette prime. Et... Bien. Deuxième structure de financement, l'ADI. Donc, l'ADI, c'est une structure associative spécialisée effectivement dans le microcrédit et qui intervient donc sur différents champs, hein, qui peut intervenir sur la mobilité. Mais pour le sujet qui nous intéresse, c'est surtout la création, reprise et le développement d'entreprise. C'est un des piliers d'action finalement de l'ADI. Cette structure de microcrédit finalement va être présente pour soutenir et essayer de permettre aux personnes ou aux porteurs de projets qui essuient un certain nombre de refus bancaires par rapport à leur situation personnelle, de pouvoir malgré tout avoir une solution dans l'optique de création d'entreprise. D'accord? Parce qu'effectivement, tous les porteurs de projets, certains en tout cas, peuvent éprouver plus de difficultés que d'autres à bénéficier d'un prêt bancaire. Pour des raisons variées, mais en général, c'est plutôt lié à la situation personnelle, à la gestion des comptes perso. Si on est juste bénéficiaire, entre guillemets, des revenus sociaux, parfois, ça peut être compliqué d'aller solliciter un emprunt bancaire élevé. Et donc, l'ADI va notamment intervenir ici précisément pour, malgré tout, vous permettre finalement d'accéder à l'emprunt et de mettre en place votre projet. Donc, c'est écrit noir sur blanc, c'est soutenir les créateurs et développeurs d'entreprises n'ayant pas accès au crédit bancaire. Okay. Et l'idée, c'est qu'ils interviennent sur tout type d'activité. Vente sur les marchés, services aux particuliers, aux entreprises, bâtiments, artisanat, commerçants de boutique, vente sur Internet. Enfin, c'est un panel d'activités parmi tant d'autres. Donc, la sophrologie, vous rentrez aussi dans le cadre, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà, le secrétariat administratif, on rentre aussi dans le cadre. Donc, c'est finalement tout type d'activité, tout type de création d'activité. Et tout type aussi de statut juridique et de régime d'imposition envisagé.
que vous soyez futur micro-entrepreneur, que vous soyez associé, enfin, que vous soyez gérant, pardon, d'une société, vous pouvez aussi prétendre à solliciter l'ADI. J'insiste, c'est vraiment dans le cas où il y a très peu de retours positifs des réseaux bancaires. Donc là, ça peut être une solution pour vérifier effectivement si on ne peut pas, enfin, si l'ADI ne peut pas vous trouver des solutions de financement. Sachez qu'il y a quand même un certain nombre de conditions. Donc, le montant maximum de microcrédit que l'on peut solliciter à l'ADI, c'est 10 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez un besoin plus élevé, l'ADI n'interviendra pas. D'accord ? Deuxième condition importante, c'est le plan de financement maximum de 20 000 euros. C'est-à-dire que si vos besoins au démarrage, lorsque vous avez listé tous vos besoins en investissement au démarrage et qu'il s'avère que tous ces besoins accumulés les uns aux autres sont supérieurs à 20 000 euros, donc vous ne serez plus dans le cadre aussi d'intervention de l'ADI. Comme son nom l'indique, c'est des micro-crédits pour des micro-activités avec un plan de financement qui ne dépasse pas 20 000 euros. OK ? Durée maximale de remboursement, 48 mois. L'ADI est aussi, au même titre qu'Initiative 89, BGE, CCI, les chambres des métiers notamment, ainsi que la coopérative, fait partie aussi de la fabrique à entreprendre. D'accord ? C'est vraiment intéressant de pouvoir toujours échanger avec Magali pour que vous puissiez ensuite avoir une bonne orientation auprès de l'interlocuteur en fonction de votre situation. OK ? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Non, pour ma part. Madame Hartmann, peut-être? Oui. Alors, moi, il y a une question qui me vient, mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression que c'est en lien, mais je vous la pose quand même. Dans mon cas, moi, par exemple, si ça y est, tout est planifié, etc., je lance la société. Je sais pertinemment que moi, je ne pourrais pas, étant donné que j'aurais besoin d'un développement de plateforme derrière un logiciel, etc., moi, je ne suis pas compétente. Donc, je vais aller chercher une personne ou des personnes compétentes pour pouvoir maintenir la société ou la start-up ou autre. Donc, comment je vais payer ces gens-là? Vous voulez dire que c'est sur la partie, enfin, c'est des salariés que vous allez Oui, recruter? parce que je vais en avoir besoin, puisque moi, je ne pourrais pas intervenir sur le logiciel si jamais il y a besoin d'accompagner telle ou telle entreprise ou il y a un bug ou je ne sais pas. Donc, je vais avoir besoin de personnes pour le maintien justement de ce logiciel, de cette plateforme, etc. Au début, vu qu'il n'y a pas de rentrée d'argent immédiate, comment on fait pour payer ces salariés, s'il vous plaît? Oui. Donc là, vous allez être plutôt en phase, enfin, là, vous me parlez de la phase recherche et développement au démarrage ou la plateforme sera lancée et à ce moment-là, comment vous Oui, payez ça? admettons que ça y est, c'est lancé et que voilà, j'ai telle personne, j'ai 2 ou 3 personnes par exemple, qui ça y est, ils vont commencer à travailler, mais voilà, comment les payer en fait? Alors, l'idéal, c'est qu'à partir du moment où vous avez lancé l'activité et que vous avez effectivement les effectifs que vous allez recruter pour maintenir ou la maintenance de votre plateforme, l'idéal, c'est qu'il y ait quand même des entrées effectivement d'argent. C'est à ce moment-là que vous allez mettre en place l'activité. Maintenant, sinon, si vous êtes toujours dans une phase de maturation de projet, il existe ce qu'on appelle des incubateurs. D'accord? C'est un des éléments, hein, notamment avec la French Tech que je serai amené à vous évoquer. Donc, il y a certains incubateurs qui peuvent vous permettre finalement de prendre le temps, de développer votre idée sereinement et de vous soutenir sur ce qu'on appelle les charges ou les coûts liés à la recherche et le développement. D'accord? D'accord. Mais attention, ce n'est pas automatique. Hein. Vous devez présenter un dossier, démontrer qu'il y a une certaine innovation, quel est le contenu de vos prestations et ce qui fait, entre guillemets, la différence par rapport aux différentes plateformes existantes. Et là, certains incubateurs pourront vous permettre en fait d'avoir les ressources nécessaires pour gérer votre situation de démarche. D'accord? C'est sensiblement différent, mais c'est un dispositif qui existe. L'un des plus connus, hein, effectivement, c'est la French Tech, justement, qui est mise en place. Et pour le coup, le plus connu en France, c'est la station F. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est vraiment sur les aspects de start-up, plateforme Internet, où vous pouvez
solliciter, dans l'idéal, une intégration dans cette structure, mais voilà, il y a beaucoup de concurrence, entre guillemets, ou de nouvelles idées, et il faut les soumettre à celui qui gère l'incubateur pour voir dans quelle mesure il peut vous intégrer. D'accord. Donc ça, c'est uniquement si jamais le statut que je vais avoir, c'est plutôt un statut start-up. Mais si jamais c'est un autre statut, je ne sais pas moi, En fait, micro-entreprise. techniquement, lorsqu'on dit start-up, c'est parce que c'est une entreprise de l'Internet, c'est un peu innovant. D'accord? C'est pas lié à D'accord. c'est pas un statut juridique, une start-up. Hein, c'est juste les termes qu'on utilise pour dire, entre guillemets, les nouvelles technologies de l'Internet, les plateformes utilisées. Voilà. Mais ce n'est pas du tout un statut juridique, la start-up. Oui, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. D'autres questions? Juste une question, oui, pour l'aspect culturel. Microcrédit. Qu'est-ce qu'on Oui. entend par microcrédit? Il y a un montant, un seuil maximum? C'est ça. C'est comme je l'ai mis sur la. Vous la voyez, la petite. Oui, je l'ai sous les yeux, ouais. 10 000 Voilà, euros. donc 10 000 euros maximum. Donc ça, en gros, même, enfin, je veux dire, le terme microcrédit, c'est pas plus de 10 000 euros. Au niveau de l'ADI, en tout cas, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. D'accord, ok, pardon. Voilà. Ok. D'accord, merci bien. Hop. Vous avez aussi la possibilité, et là, Bastien, peut-être que ça peut être intéressant aussi pour vous. Je vous parlerai d'une. Je ne l'ai pas prévu dans les slides, hein, mais il y a beaucoup de possibilités au jour d'aujourd'hui sur ce qu'on appelle le financement participatif ou crowdfunding. Le terme anglais, excusez mon anglais un peu, hein, mais bon, j'essaie de lui faire. Donc en fait, c'est un modèle de collecte de fonds réalisé via justement des plateformes Internet. D'accord? Donc, permettant à un ensemble de contributeurs, vous et moi, de choisir collectivement de financer directement de manière traçable des projets identifiés. L'un des plus connus ou de ceux qui ont été, on va dire, les précurseurs sur le financement participatif, c'est My Major Company, peut-être que vous en avez entendu parler. En tout cas, en fait, l'idée, pour faire simple, vous exposez votre projet sur une de ces plateformes et des contributeurs particuliers, comme vous et moi, vont essayer de vous soutenir dans le cadre de votre projet pour atteindre le montant envisagé. D'accord? Hein, c'est chacun d'entre nous qui va participer. Si on estime que le projet et les valeurs qu'il va véhiculer nous correspondent, ben, on a envie de faire une donation à cette personne-là pour lui permettre de lancer ce projet. C'est complètement faisable et ça s'appelle donc des plateformes de financement participatif. Donc, justement, il y a différentes formes existantes. Donc, le don avec ou sans contrepartie. Donc, le prêt donc solidaire ou avec intérêt. Et parfois ce qu'on appelle la prise de participation au fonds propre. Pour faire simple, c'est la possibilité d'attirer un investisseur qui va vouloir intégrer le capital de votre entreprise ou s'associer à votre affaire et du coup apporter des fonds. D'accord? C'est ce qu'on peut appeler la prise de participation au fonds propre. Donc, aujourd'hui, sur ce marché-là, il y a énormément de plateformes participatives, de plateformes de financement participatif. Et chacune d'entre elles va essayer de se différencier par un aspect spécifique. Je vous en ai cité deux juste après. Vous avez Ulule sur le don avec contrepartie, et d'autres sont spécialisés dans des thématiques précises, avec des projets humanitaires, projets sportifs, etc. Pour le domaine agricole, Bastien, la plateforme participative existante, elle s'appelle Mimosa. D'accord. Vous en aviez déjà entendu parler peut-être? Non. Voilà. Donc l'idée, retenez bien cette nouvelle, on va dire, façon d'obtenir des financements. Elle est moins dans le cadre, on va dire, conventionnel. Aujourd'hui, ça se fait énormément sur les plateformes Internet. Vous exposez votre projet et finalement, des personnes lambda comme vous et moi vont aller regarder chacun des projets et ceux pour lesquels ils veulent apporter un soutien pourront le financer sans aucun problème. Donc, je vous ai cité deux exemples. Je vous en montre un tout de suite après. Donc, Ulule. Don avec contrepartie. Donc, c'est des projets, en tout cas sur Ulule, la plateforme recherche plutôt des projets créatifs, innovants ou solidaires. Donc, le porteur de projet, donc vous, détaille un budget à atteindre, donc un objectif à atteindre dans le cadre de sa campagne de financement participatif, une durée de collecte fixe et des contreparties exclusives qu'il offre en échange du soutien des internautes.
Pour vous donner un exemple, effectivement, il existe des entrepreneurs qui créent des sacs à dos pour enfants, hein, notamment sur le secteur jovinien, c'est elle qui me vient en tête, qui justement pour acheter un certain nombre de machines à coudre et rester dans l'activité artisanale et passer par cette plateforme-là, et a mis effectivement en avant tout son process de fabrication, tous ses objectifs et ses valeurs, et elle a mis un montant demandé, en l'occurrence celui correspondant au montant des machines, et elle a sollicité effectivement la bienveillance ou les fonds des participants à cette plateforme, ce qui lui a permis justement d'acheter au final ces machines à coudre. D'accord? Donc c'est une méthode existante, ça peut toujours être intéressant. C'est pas adapté à tous, mais en tout cas, ça peut être une option et c'est toujours pertinent de connaître ce type de possibilités pour accéder à un financement. D'accord? Et la contrepartie, donc, c'est potentiellement de catégoriser les montants des dons. Et en fonction du montant des dons, ben, vous allez avoir peut-être le premier prototype, vous allez avoir un remerciement et votre nom apparaissant sur le site Internet. Voilà, il y a plein de contreparties qui peuvent exister. Donc, je vous invite à aller regarder sur ces plateformes de financement participatif le fonctionnement. Si c'est adapté à votre situation, n'hésitez pas à envisager de mettre en place une campagne. Si ce n'est pas le cas, vous ne le faites pas. Mais c'est une option existante. OK? Vous avez aussi Hello Merci qui propose justement ce qu'on appelle des prêts solidaires. Donc, pour les projets les plus classiques, artisanat, commerce, ayant un impact important sur le développement local, nécessitant l'implication des habitants locaux. Voilà. Un objectif d'emprunt est fixé au démarrage, entre donc, 10 et 200 cas, durée maximum de la collecte 60 jours, pas de possibilité de dépasser l'objectif initial de collecte. D'accord? Donc finalement, en fait, chacune de ces plateformes de financement participatif va avoir sa spécificité, ses conditions et ses modalités de fonctionnement. Le tout, c'est de trouver la bonne plateforme qui pourrait correspondre à votre activité. Donc, comme je vous le disais notamment à vous, Bastien, Mimosa, c'est pour le domaine agricole. Donc, ça peut toujours être intéressant. Bien noté. Est-ce que vous aviez connaissance de cette possibilité, notamment vous, Najma, peut-être? Est-ce que vous aviez connaissance des financements participatifs ou pas du tout? Alors, j'avais découvert Ulule il y a 2 ans. Je trouve ça très intéressant si jamais, eh bien, en fait, justement, on avait les portes des banquiers qui resteraient fermées ou autres. Et je ne connaissais pas, en fait, tout ce que la région avait proposé, en tout cas pour les futurs créateurs d'entreprises. Et du coup, voilà, je me suis dit que Ulule, pourquoi pas. Mais j'avais vu un petit peu cette histoire de dons, de prêts ou de dons avec contrepartie, etc. Voilà. Okay. Pour vous, Sabine, oui? Oui, moi j'ai déjà utilisé Ulule pour soulever des fonds pour un film. En fait, j'avais un projet de film. Je suis retournée à l'université il n'y a pas si longtemps. En fait, j'y ai passé 6 ans pour valider 2 masters. Et du coup, j'avais réussi à obtenir des bourses de 2 dispositifs de l'université qui supposaient qu'on lève aussi des fonds. Et j'avais ce projet de film au Maroc. Et du coup, voilà, j'ai pu réaliser ce que j'avais projeté. Grâce à la campagne Ulule notamment? Avec Ulule. Super. Oui. Donc, j'ai pu, voilà. Et par contre, c'est quand même, voilà, moi, c'était vraiment, je ne sais plus quel était le montant, mais c'était peut-être de l'ordre de 1 500 € maximum, hein, c'était pas une grande somme. Et puis, mais cela dit, je me suis rendu compte que quand même le réseau, ça comptait beaucoup, 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 parce que les gens, enfin, je suis pas sûre qu'il y ait des gens spontanément qui aillent sur les plateformes pour se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour dépenser un peu d'argent. Voilà, donc je pense que enfin, il y a peut-être des gens particuliers qui investissent, je pense, sur des échelles plus grandes que la mienne, mais pour un petit projet comme le mien. Et ce qui a marché pour mon projet, en fait, c'est notre réseau personnel qu'on a activé tout le temps. Et c'est très, très prenant, hein, parce que chaque jour, il faut communiquer. Moi, je faisais tout le temps des nouveaux outils, des nouvelles vidéos, pour dire où on en était, ce qu'on allait faire, etc. Et ça a été 30 jours, je crois que c'était 30 jours. Et c'était 30 jours où tous les jours, il fallait travailler pour ça. Et puis activer le réseau, demander au réseau de partager, etc.
Voilà, c'est pas rien en fait. C'était juste un petit retour d'expérience comme ça, voilà. Mais c'est une bonne chose en tout cas que vous puissiez nous évoquer votre expérience, parce que pour le coup, au moins, il y a du concret derrière cette présentation. Mais effectivement, un point que vous avez soulevé qui est extrêmement important, c'est que pour faire connaître une campagne Ulule, ça prend du temps, il faut communiquer, il faut solliciter son réseau, mais pas que, effectivement, il faut communiquer aussi via les réseaux sociaux. Et pour qu'une campagne puisse fonctionner, il faut le faire savoir que cette campagne est en place. Finalement, c'est comme tout, hein. C'est comme lorsque vous allez devenir chef d'entreprise. Pour faire connaître votre entreprise, pour faire savoir et attirer des clients pour acheter vos produits ou vos prestations, il va falloir communiquer. Donc finalement, ça peut être aussi un bon entraînement, quelque part. Hop. On va continuer. Il existe d'autres aides, justement, spécifiques après au territoire, hein. Je les ai mises de façon un peu plus globale. Attends, Brahim, Laure voulait intervenir. Ah, j'ai pas vu le petit. Je vous Il écoute. n'y a pas de souci, c'était pas du tout, c'était plus pour un deuxième complément de retour d'expérience. Moi, j'ai effectivement une connaissance. Alors, moi, j'ai pas fait Ulule, mais j'ai une de mes connaissances qui a effectivement utilisé Ulule et je rejoins Sabine dans ce qu'elle disait, comme quoi, effectivement, quand on a un bon réseau, sur le coup, en le diffusant par mail ou par plein d'autres moyens, pardon, ça permet de se faire connaître effectivement et de fonctionner. Et quand on atteint les objectifs qu'on s'est fixés, voilà, c'est les petites victoires pour continuer à l'étape d'après. Merci Laure pour le retour d'expérience. Ça complète effectivement les échanges avec vous. Pour continuer toujours sur le volet des aides, donc comme je vous disais, il existe d'autres aides, hein. Je les ai catégorisées plutôt comme telles. Donc après, c'est vraiment spécifique aux activités, à ce que la région peut considérer comme étant innovant ou pas. Mais la région met en place des aides à l'innovation notamment, hein, qui peuvent être donc sur l'étude avant tout de la notion innovante de votre projet. Donc finalement, c'est la façon dont vous allez le présenter et c'est l'interlocuteur régional qui va pouvoir définir si vous pouvez y prétendre ou pas. Vous avez aussi au niveau national, donc BPI France Création. Peut-être que toute cette semaine, vous avez entendu régulièrement cette entité, hein, BPI France Création. Si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à le noter et à garder cette information en tête. C'est l'interlocuteur au niveau national pour la création d'entreprise, à la fois pour rester en veille sur les évolutions réglementaires dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais aussi et surtout connaître les différentes aides qui peuvent être mobilisées. D'autant plus qu'elles sont assez variées en fonction des activités. Et là, c'est l'interlocuteur unique qui peut nous répondre de manière détaillée par rapport à vos activités. Au niveau national, ce sera BPI France. Et puis après, il y a dans certaines possibilités, dans certains cas, la possibilité de mobiliser des aides européennes avec des dossiers réalisés auprès du Fonds social européen. C'est très, très à la marge, mais ça existe. Donc, ces aides, en l'occurrence, vous permettent de financer donc, les fonds propres, éventuellement à travailler sur la faisabilité d'un projet innovant. Hein, ça peut être votre cas Najma, peut-être, parce que du coup, si votre plateforme elle est assez innovante et n'existe pas sur le marché, peut voilà, être l'occasion de pouvoir échanger avec un interlocuteur qui va travailler sur cette faisabilité. Vous avez regardé si vous aviez déjà des concurrents, notamment sur votre positionnement ou pas? Alors, au début, je découvrais, alors je pensais que non, mais j'avais contacté l'ADM et en fait, ils m'ont indiqué qu'il y avait quelques plateformes et c'était assez bizarre parce qu'en fait, ils me disaient que tout ce que j'avais avancé, parce que je leur avais transmis mon PowerPoint, c'est que tout existait déjà. Donc là, je suis en train vraiment d'essayer de travailler, d'améliorer en fait les idées que j'avais pour faire, on va dire, autrement que les plateformes déjà existantes ou les logiciels, plutôt, c'est des logiciels et qui sont portés par des grosses entreprises en fait qui existent depuis
30 ans, 40 ans, 50 ans, mais ça ne fait pas longtemps qui ont mis en place ce type de plateforme. Ça date, il y en a, c'est 3 ans, il y en a, c'est 2 ans, il y en a, c'est 4 ans. Donc, finalement, ça m'a un petit peu… ça m'a fait quelque chose, en fait. Donc, voilà, parce que moi, comme dit, le fait d'ignorer, c'est-à-dire, je suis allée regarder, enfin, je me suis intéressée à un domaine dans lequel je ne suis pas experte. Et donc, j'ai découvert ça, et c'est vrai que voilà, ça interpelle quelque part. Donc, voilà. D'où l'importance, hein, autant pour vous que pour tous les futurs chefs d'entreprise, de vraiment analyser son environnement et vérifier effectivement si on a des concurrents. Parce qu'a priori, il y a quasi toujours des concurrents en fonction des activités, même si on considère que ça peut être les plus innovantes. Pas hésiter à continuer à chercher et à analyser voilà, la situation économique et si d'autres n'ont pas eu une idée assez proche ou similaire précédemment. Et du coup, c'est vrai qu'à part l'ADEME, je ne savais pas trop quelle autre structure, en fait, parce que j'avais beaucoup d'interrogations. Mais c'est vrai que là, la BPI France, finalement, si je les contacte, je pourrais avoir d'autres informations et puis pouvoir maturer le projet, en tout cas. Merci beaucoup. D'autres aides spécifiques donc, à certaines thématiques, notamment la bourse French Tech, justement, qui est… Personne ne voulait intervenir, peut-être? J'ai cru voir… Non? Bon. Alors, je continue sur la bourse French Tech. Donc, la bourse French Tech, c'est une bourse qui est justement portée aussi par BPI France Création et qui regroupe les projets innovants, start-up, environnement, sociétal, sociaux. Donc, il faut bien le garder en tête. C'est vrai que c'est pas ouvert à tout type d'activité, mais c'est une bourse qui est nationale avec pour vocation vraiment de développer la technologie française, d'où le nom bourse French Tech. Vous pourrez le voir sur le site du BPI France Création avec donc les différentes conditions d'éligibilité. Donc, c'est porté directement par BPI France Création. Ce n'est pas un des organismes que je vous ai cités relevant de la fabrique qui va pouvoir mettre en place cette bourse French Tech. C'est directement auprès de BPI France Création. Sachez qu'il existe aussi beaucoup de concours qui sont mis en place. Donc, des concours sur ce qu'on appelle l'émergence de projets, des concours qui vont récompenser les femmes entrepreneurs, des concours qui vont récompenser les talents des cités, donc qui ont créé dans les quartiers. Restez toujours en veille, finalement, de ces différents concours-là, parce que très souvent, ça vous permet, lorsque vous postulez, hein, de pouvoir toujours travailler sur votre fameux pitch, mettre en valeur encore votre entreprise, éventuellement bénéficier d'une communication gratuite. Et surtout, il y a des dotations à l'issue de ces concours-là. Ça peut toujours être intéressant pour voilà, solidifier un peu votre trésorerie, bénéficier d'un prix, d'une certaine reconnaissance par rapport à votre travail. Donc voilà, ne pas hésiter à postuler sur les concours à la fois pour la partie émergence, c'est-à-dire que votre entreprise n'est pas encore créée et vous êtes en cours, ou sur les concours d'entreprises déjà installées. Et ça, les opérateurs d'accompagnement, donc BGE, CCI, Initiative 89 aussi, même l'ADI à son concours, pourront voilà, vous positionner ou vous informer sur les modalités d'accès à ces concours-là qui peuvent permettre derrière de bénéficier d'une dotation et d'une certaine communication gratuite. J'en profite du coup pour parler du petit concours Fabrique à entreprendre. On en a déjà parlé au cours de cette semaine. J'en reparlerai dans l'atelier de cet après-midi. Mais on envisage effectivement tout au long de cette année, on va avoir un fil rouge en fait pour vous aider à pitcher, pour vous aider à vous présenter avec impact. Et il y aura en fin d'année, donc au mois de décembre, un concours pour vous mettre en scène, vous mettre en avant, que vous puissiez enregistrer votre pitch. Et puis, du coup, il y aura voilà, une communication forcément autour de ça. Il y aura un moment de jury, d'évaluation. Et puis, il y aura un ou plusieurs gagnants selon les catégories. Donc, on vous en dira plus au cours de l'année. Mais voilà, sachez que ça peut être aussi un rendez-vous pour vous. Et ce pitch pourra vous servir aussi dans plein d'autres occasions. Bloquer le rendez-vous, save the date. Donc, c'est bien. Une bonne chose.
Vous avez aussi toujours dans cet ordre d'idée ce qu'on appelle les fondations. Donc voilà, des grandes entreprises, en général, vont avoir aussi, enfin, pas toutes, hein, mais il y en a certaines, des grands groupes qui ont des fondations, qui ont pour vocation finalement d'aider au développement d'entreprises nouvelles, d'aider au développement d'entreprises qui peuvent être dans le même secteur d'activité. L'idée, c'est de leur permettre en fait de travailler sur leur image et ces fondations-là peuvent donner des subventions ou des dotations. Le tout, c'est toujours d'avoir les recherches en fonction de votre secteur d'activité. Voilà. Je sais qu'il y a la Fondation Groupama, vous avez aussi la Fondation Free, donc il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont des budgets disponibles que l'on peut aller mobiliser, solliciter, toujours pour vérifier et obtenir des fonds qui vont vous être utiles par la suite. D'accord? Donc finalement, il y a les aides, on va dire, de droit commun et les aides spécifiques à votre secteur d'activité, puis un certain nombre de fondations qu'on peut aller récupérer en plus. C'est vrai qu'en soi, lorsqu'on réfléchit de façon un peu plus poussée, on peut se perdre dans toutes ces aides et tous ces dispositifs existants. C'est pour ça que je me suis permis à la fin, vous le verrez, je vous ai mis un petit lien sur lequel vous avez un récapitulatif, un moteur de recherche des aides par secteur d'activité. Donc ça peut être vachement intéressant. On va continuer sur ce qu'on appelle les garanties. Alors là, on rentre un petit peu dans l'aspect technique. Je pense, Madame Hartmann, ça peut être utile aussi pour vous dans le cas d'une reprise de fonds de commerce. Parce que très souvent, en fait, lorsque on va avoir recours à un emprunt bancaire, on peut, l'organisme bancaire va demander ce qu'on appelle des garanties, d'accord, pour minimiser ses risques et éviter de se retrouver dans une situation de non-paiement. Okay. Et donc, Oui. en l'occurrence, les garanties existantes, la première spécifique pour les femmes, qui s'appelle le FGIF, c'est un fonds de garantie à l'initiative des femmes, porté sur notre territoire par Initiative 89. D'accord. Donc, c'est les femmes créatrices ou repreneuses d'entreprises qui garantissent le prêt, donc sur un montant minimum de 5 000 par rapport au plan de financement, et c'est 70% du montant emprunté qui peut être garanti. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Ça signifie que cette structure qui se porte garant pour vous auprès du banquier, en cas de non-paiement, le banquier va se retourner contre le garant. Donc là, précisément, ça permet vraiment de rassurer l'organisme bancaire. Et donc, pour les femmes créatrices d'entreprise, la quotité de garantie maximum sera 45 000 euros. D'accord. C'est effectivement 70%, ces 70% peuvent aller jusqu'à 45 000 euros de montant garanti. Ce qui signifie que finalement, le banquier qui vous prête une somme, c'est d'avance, grâce à ce fonds, en cas de non-paiement, il aura toujours une garantie, à minima, sur cette somme-là. Ce qui peut finalement faciliter et, on va dire, donner un peu plus de feu vert pour vous accorder l'emprunt. Donc, c'est quand même non négligeable. C'est vachement intéressant et important. Et donc, sur notre territoire, c'est Initiative 89 qui gère cet aspect administratif. Ça a un coût pour vous. Donc là, en l'occurrence, c'est 2,5% du montant du prêt. Mais si vous le rapportez au montant garanti, voilà, c'est non négligeable, complètement. Voilà. Oui, je ne connaissais pas du tout. C'est excellent. Donc ça, c'est le fonds garanti à l'initiative des femmes. Donc, je vous invite à bien le garder en tête et du coup, vous rapprocher d'Initiative 89 sur notre territoire en charge de ce dispositif. Okay. Merci bien. Il existe ce même fonds, voilà, le fonds de France Active. Vous vous souvenez, en préambule d'intervention, quand je vous ai parlé d'Initiative 89, je vous ai dit que c'était à la fois France Active et Initiative France. Donc là, ils apparaissent de nouveau. Donc, le fonds de garantie, c'est pour toute entreprise créée par une personne sans emploi. C'est un prêt, c'est une garantie de prêt à hauteur de 65% pour les entreprises en création ou de moins de 3 ans et 50% dans les autres cas. Donc concrètement, si on a un montant à emprunter, là, la garantie sera de maximum 65%, alors que pour la garantie femme, c'était 70%. Même principe, la quotité garantie limitée, c'est 45 000 et le coût du prêt, il est de 2%. Enfin, le coût de la garantie, c'est 2% du prêt, pardon. Même principe, sur notre territoire, c'est aussi Initiative 89 qui va gérer cet aspect.
C'est des aspects techniques, hein, mais ce qui est important, c'est que vous compreniez finalement l'objectif de la garantie. Et l'objectif de la garantie, c'est déjà vous sécuriser un peu plus et surtout de conduire le banquier, le financeur, à prendre moins de risques et avoir un peu plus de feu vert pour accéder à votre demande de financement, accéder favorablement à votre demande de financement. Voilà. Donc, c'est vrai que dans les faits, vous allez être confronté effectivement à ces éléments de garantie, mais pour le coup, vous aurez toujours un interlocuteur en face pour être soutenu. Est-ce que ça va? Des questions? Continue? Parfait. Et effectivement, il y a aussi d'autres garanties. Et encore une fois, vous voyez, qui apparaît dans ces fameuses garanties, BPI France, création. Donc, comme je dis, c'est un acteur incontournable qui, lui aussi, met en place la garantie de création. Donc, en fait, l'idée, c'est que vous ne cumulez pas toutes ces garanties que je viens de citer. Ça peut être l'une ou l'autre. D'accord? Elles ne sont pas cumulables. C'est l'une ou l'autre en fonction des situations. OK? Et la CIAJ, qui est un organisme qu'on appelle de cautionnement, qui va faciliter l'accès au crédit des petites entreprises. Tous ces éléments-là, en réalité, sur votre montage financier, c'est pas vous en direct qui allez prendre contact pour les garanties, d'accord? C'est très souvent l'organisme de financement qui va effectivement se rapprocher de ces structures pour obtenir les garanties. Vous, techniquement, vous complétez simplement une demande administrative et vous réglez le montant correspondant à la garantie, donc le pourcentage lié au prêt. D'accord? Ce n'est pas vous spécifiquement qui devez en plus faire la démarche auprès de ces organismes de garantie. Soyez rassurés. Alors, on va passer maintenant aux aides fiscales. Donc, pareil, ça va être assez technique, mais voilà, je vais essayer de les rendre les plus accessibles possibles et surtout, voilà, s'il y a un questionnement, ne pas hésiter à me couper et qu'on puisse échanger et que ce soit interactif. Au niveau de ces aides fiscales, donc, qui visent notamment les entreprises nouvelles. Donc, c'est une exonération sur les bénéfices des entreprises nouvelles créant une activité industrielle au sein d'une zone d'aide à finalité régionale, okay, ce qu'on appelle les zones AFR. Techniquement, en ce qui nous concerne, c'est encore une fois la région Bourgogne-Franche-Comté qui va pouvoir définir si notre zone est en AFR ou pas. Okay. Mais sachez qu'il y a ce qu'on appelle une exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles créant une activité industrielle sous certaines conditions. Okay. Parmi nous, certains vont sûrement créer en micro-entreprise. Donc, sachez, chers micro-entrepreneurs, que sur ces mesures fiscales, vous n'êtes pas concernés. Okay. Ceux qui vont être en société. Oui, Madame Hartmann. Je ne vous entends pas, Madame. Oui, juste pour confirmer, j'ai mis du temps à le trouver le micro. Je me suis fait avoir. Juste pour confirmer, quand vous dites entreprise nouvelle, étant donné que nous, on va recréer dans le cadre de notre rachat, sera-t-on concerné ou pas? Oui, oui, parce que en fait, administrativement parlant, lorsque vous allez racheter une structure, vous créez une nouvelle société. Oui. Donc, on sera d'accord. Super. Merci. Et donc, ce que ça implique, c'est une exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises nouvelles jusqu'au 31 décembre 2022, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, implantée ou s'implantant dans une zone de revitalisation rurale. Donc, pour une entreprise qui sera aussi dans une zone de revitalisation rurale, qui est toujours définie par la région, on exclut encore une fois les micro-entrepreneurs, on pourra bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices jusqu'au 31 décembre 2022. Sachez que normalement, cette notion de ZRR, elle était censée prendre fin le 31 décembre 2020, mais avec la situation de crise sanitaire, l'État a choisi effectivement de la repousser de 2 ans. Okay. Donc, toute création en zone de revitalisation rurale, hors micro-entrepreneurs, jusqu'au 31 décembre 2022, pourra bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices de la société.
Vous avez pu voir un petit peu les statuts juridiques en cours de… Ouais, voilà. Donc, bien dissocier les sociétés de l'entreprise individuelle ou de la micro-entreprise. Oui, mardi, il y a eu un atelier là-dessus dédié et où on a pu présenter voilà, les situations fiscales, impôts sur le revenu ou impôts sur les sociétés. Ouais. Donc, c'est bien dans ce cadre-là des impôts sur les sociétés, C'est ça. les bénéfices imposables qui vont être exonérés. C'est ça. Donc, du coup, après, effectivement, dans les conditions d'exonération, vous voyez, je suis rentré un peu plus dans le détail. Effectivement, toutes les entreprises ou sociétés soumises à un régime réel d'imposition, et là, je l'ai, voilà, bien visible, les micro-entrepreneurs sont exclus de cette mesure. Il y a des conditions supplémentaires. Madame Hartmann, sur votre reprise, il y a moins de 10 salariés, plus de 10 salariés? Moins de 10 salariés. OK. Donc, condition employer moins de 10 salariés en CDI ou en CDD de 6 mois au minimum à la date de clôture du premier exercice. Sachez en tout cas, pour que vous soyez rassurés, cet élément, c'est un élément que vous allez voir avec un des futurs interlocuteurs incontournables de votre entreprise, c'est l'expert comptable lorsque vous serez en société. Si vous êtes auto-entrepreneur, c'est pas obligatoire, mais c'est avec votre expert comptable, c'est un élément que vous allez être amené à voir en direct. Après, vous pourrez effectivement l'évoquer pour vérifier que toutes les conditions sont bien réunies pour vous permettre d'y prétendre. Et là, l'un des autres interlocuteurs d'une future société, un incontournable et que je vous invite à rencontrer régulièrement, et en l'occurrence, a priori mardi, vous avez déjà pu voir quelques cabinets comptables, c'est important de pouvoir travailler en transparence, pour pouvoir justement évoquer chacun de ces aspects-là et vérifier l'impact sur le fonctionnement de votre entreprise. OK? Bien. Alors, donc justement, l'entreprise doit se créer au plus tard le 31 décembre 2022. Donc, ça nous laisse quand même un laps de temps, d'accord? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça a été repoussé de 2 ans. Il faut donc pouvoir créer donc l'entreprise donc soit dans une zone d'aide à finalité régionale, AFR, soit dans une ZRR qui vont être définies par la région, mais aussi ceux qui sont amenés à créer dans ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles ou zones franches urbaines peuvent justement bénéficier de cette exonération sur l'impôt sur les bénéfices. D'accord. Sur notre territoire à Sens, la zone franche urbaine va être notamment les 3 quartiers prioritaires de la ville que je vous avais cités tout à l'heure, Champlaisant, Arène-Chaillot, mais aussi la zone des Vauguillettes, en partie relève de cette zone franche urbaine. Sur le bassin sénonais, si au niveau des effectifs de l'agglomération, il n'y a pas eu de mouvement, Madame Auberger est en charge de cette notion de zone franche urbaine. Okay. Donc, bien comprendre que ces conditions, voilà, vous les validez de toute façon avec l'expert comptable. Vous avez la garantie de pouvoir y prétendre jusqu'à au plus tard le 31 décembre 2022. Donc, on a quand même un laps de temps devant nous et je vous invite à bien retenir ces 3 notions. Donc, zone franche urbaine, ZRR et AFR, aide à finalité régionale, pour vérifier dans laquelle de ces 3 options vous pouvez vous trouver. Parmi vous, donc, qui envisage de créer en société? Si vous pouvez lever juste la main avec le petit icône, ce serait intéressant. Qui envisage de créer sous forme de société? Si toutefois, vous avez déjà validé le choix du statut juridique. Madame Hartmann, vous, je sais que ce sera en société, a priori? Oui, tout à fait. Effectivement, je n'ai pas levé la main, mais ce sera ça. Pour vous, Madame Elfiki, sûrement aussi sous forme de société? Non, pour l'instant, vous n'avez pas travaillé dessus? Pardon, franchement, je ne sais pas du tout. Des fois, on me dit que c'est plutôt une start-up, des fois, des fois c'est société, je ne sais pas. Mais la majorité penche, enfin, avec les acteurs avec qui j'ai pu échanger, c'est probablement start-up. Mais on verra. Okay. Bastien, vous aviez levé la main, Bastien? Je pense, je suis encore dans la réflexion. Dans la réflexion, mais oui, à mon avis, c'est ce qui va être fait, je pense. Pour vous, Madame Legrand, du coup, ce serait plutôt sous forme de micro-entreprise, je suppose. Oui, alors justement, je vais vous demander une précision. Quand on est auto-entrepreneur, on est forcément micro-entreprise, c'est ça? En fait, le régime d'auto-entrepreneur, techniquement, depuis 2012, il a été aspiré par la micro-entreprise.
C'est juste que dans le Voilà. jargon quotidien, il existe encore. Ouais, c'est pour ça que je fais toujours une confusion. Bah, du coup, oui, parce que moi, j'ai peu d'investissement à faire, en fait. Voilà. Voilà. Donc, du coup, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Bon, dans tous les cas, c'est vrai qu'encore une fois, hein, vous avez pas, enfin, faut pas vous mettre la pression à l'instant T de pouvoir tout de suite connaître le statut le plus adapté, hein. C'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure et sur lequel, effectivement, vous avez tout le temps de la réflexion, hein. C'est juste une question pour voir, effectivement, si à ce stade, vous aviez déjà avancé sur ces éléments. De toute manière, à un moment donné, enfin en tout cas pour ma part, je sais que je me rapprocherai de certains acteurs qui pourront, je pense, par la suite, au vu de mon projet, m'aiguiller davantage, parce que là c'est encore flou, Bien sûr. m'aiguiller davantage sur le statut le plus approprié. Donc, ça me rassure quelque part. Je me dis, bon, il y aura des personnes compétentes pour me briefer en fait sur le statut Bien juridique. sûr. Donc voilà, ça rassure pas mal. C'est exactement le cas. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est juste voilà, quelque chose qui peut de toute façon évoluer avec le temps, avec les investissements, avec le projet. Donc, voilà, c'était simplement une question pour voir si vous aviez Oui, déjà apporté cet élément. merci. Ok, on continue. Comment fonctionne en fait l'exonération d'impôt sur les sociétés lorsqu'on est en ZRR, AFR ou ZFU? Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est l'exonération en fait qui a d'une durée de 2 à 5 ans. Donc, sur je reviens, pardon. Voilà. 75% des bénéfices réalisés la première année suivant la période d'exonération totale, 50% la seconde année suivant la période d'exonération totale et 25% la troisième année suivant la période d'exonération totale. En fait, la période d'exonération totale, c'est 2 ou 5 ans. D'accord? Et ensuite, les 3 années suivantes, c'est ce que je viens de vous citer ici. C'est quand même extrêmement intéressant. Total, elle est mentionnée juste ici. Donc, 5 ans en ZRR, 2 ans en AFR. Là, pendant 5 ans, pas d'impôt sur les sociétés. Et ensuite, la 6e année, donc on a une exonération de 75%, puis la 7e année, 50%, et enfin, la 8e année, 25%. Donc, finalement, il faut comprendre que ce dispositif, au niveau fiscal, il est extrêmement avantageux. Ça peut vous permettre de générer de la trésorerie, ça peut vous permettre de faire des investissements. Voilà, c'est extrêmement intéressant et c'est quelque chose que l'État a mis en place justement pour pouvoir vous permettre de pérenniser ensuite vos activités sur. Oui, J'ai une petite question justement par rapport à l'innovation. Est-ce que, enfin, l'investissement dans l'innovation, il va y avoir un impact derrière pour l'exonération ou comment ça se passe en fait? Alors, à quel moment justement vous parlez de l'investissement de l'innovation? C'est à quel moment de la vie de votre entreprise? Est-ce que c'est l'entreprise est déjà installée et là vous voulez faire des innovations ou c'est l'innovation avant la création? Non, ça va être par la suite. Ça va être par la suite. Donc là, effectivement, lorsque l'entreprise est déjà créée, effectivement, ces aides à l'innovation, c'est ce que je vous avais cité en amont, il y aura toujours la possibilité de solliciter des fonds auprès de la BPI, auprès des réseaux bancaires. Et c'est à ce moment-là, précisément, que vous allez pouvoir bénéficier soit d'aides, soit avoir recours à des emprunts. D'accord? Parce qu'une fois que l'entreprise est créée, vous êtes censé avoir de l'activité qui va vous permettre de générer du chiffre d'affaires. Et c'est avec ce chiffre d'affaires-là et le résultat restant que vous allez pouvoir choisir d'utiliser à bon escient les fonds, soit vers de l'innovation, soit vers de la trésorerie ou autre. D'accord? Ah, je pensais en fait que si jamais l'entreprise avait une partie innovation, donc elle allait investir dedans, du coup, elle pourrait être exonérée d'un certain montant par rapport aux impôts en fait. C'est pas automatique et systématique. Une fois que vous êtes créé et installé, c'est finalement le cycle de fonctionnement de votre entreprise. Chaque entreprise est libre, à partir du moment où elle est installée et qu'elle a généré de l'activité, avec les fonds, de choisir soit d'investir éventuellement dans une machine, soit d'investir éventuellement dans du matériel high-tech ou autre. Enfin, voilà. C'est le choix du chef d'entreprise à ce moment-là qui, précisément, entre en considération. D'accord, je comprends. Merci. C'est bon. Du coup, l'idée, cette fois, c'est d'évoquer donc les principales aides sociales. Donc, lorsqu'on parle d'aide sociale, c'est plutôt en fait sur la couverture sociale du dirigeant, du gérant,
Et en l'occurrence, ici, on a vraiment le dispositif connu, reconnu, normalement, auquel vous avez déjà euh, eu l'occasion, en tout cas, d'entendre, c'est ce qu'on appelle l'ACRE, donc aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprises. D'accord. C'est un dispositif qui permet à tout chef d'entreprise, hein, c'est vrai que sur la slide, on a gardé l'ancien terme, donc aide aux chômeurs, créateurs, repreneurs d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, c'est pas exclusivement ouvert effectivement aux chômeurs. Hein, c'est une aide qui consiste à bénéficier d'une exonération partielle des charges sociales pendant 1 an. Donc, comme vous le savez, lorsque vous étiez salarié, votre couverture sociale, votre employeur y participait à travers donc, notamment les charges patronales et vous à travers vos charges salariales, ce qui donnait le package des fameuses charges sociales. Aujourd'hui, en tant que futur dirigeant, gérant, en fonction du statut juridique que vous aurez choisi, vous allez de toute façon, dans tous les cas, devoir vous acquitter de cotisations pour votre couverture sociale. D'accord. En l'occurrence, cette couverture sociale, grâce au dispositif qui s'appelle l'ACRE, vous allez bénéficier d'une exonération partielle de ces charges pendant 1 an. D'accord. Uniquement sur vous en tant que gérant, chef d'entreprise. Ce ne sera pas pour vos salariés. D'accord. C'est uniquement pour vous. Et l'intérêt, c'est que plutôt que de payer entre guillemets plein pot vos charges sociales, vous allez payer 50% de ces charges sociales l'année 1. D'accord. C'est un petit cadeau qui est fait par l'État sur votre couverture sociale. Pour faire simple, en tant que micro-entrepreneur, sur de la prestation de service, par exemple, les charges sociales normales sont de 22% normalement. Grâce à l'ACRE, l'année 1, vous ne paierez que 11% de charges sociales sur votre chiffre d'affaires et non pas 22. Donc, c'est quand même un avantage non négligeable. C'est assez intéressant pour préserver votre trésorerie et pour vous mettre dans les meilleures conditions de démarrage. OK? C'est assez important. Sachez que pour les sociétés, la démarche, enfin, l'obtention du bénéfice de l'ACRE, elle est automatique. Pour les micro-entrepreneurs, vous allez devoir compléter un formulaire d'ACRE et transmettre le justificatif qui vous prouve que vous êtes éligible. D'accord? Et oui, Bastien. Désolé, je me permets de. Enfin, vous auriez pu continuer, il ne faut pas non plus arrêter simplement dès que vous voyez le logo. J'ai en tête qu'il y a un effet pervers à l'ACRE. C'est au niveau de la retraite et au niveau de tout ça, n'est-ce pas? Ou non? Qu'est-ce qui passe dans votre entourage proche que vous en parlez, c'est ça? J'ai pas compris, ça a coupé. C'est votre entourage proche qui vous a évoqué cette notion d'effet pervers? Je l'ai lu, je ne me souviens plus, je l'ai lu ou j'en ai discuté avec quelqu'un, oui, mais alors, pour tout ce qui est relatif aux cotisations, sachez une chose, on est dans un système en France où on paye par rapport effectivement à ce que l'on aura déclaré et ce que l'on aura généré comme activité. Donc, précisément, c'est lié à ce que vous déclarez en termes de chiffre d'affaires. Plus vous cotisez, plus vous avez un bénéfice à la fois pour la retraite et toutes les autres prestations sociales. Les 3 seuls aspects pour lesquels vous ne cotisez pas lorsque vous êtes chef d'entreprise, c'est l'assurance chômage, l'accident de travail et les congés payés. Pour tout le reste, vous cotisez au même titre que les salariés, mais ça va être à hauteur de votre niveau de cotisation. En fait, c'est moi, je crois, Bastien, qui avait dû t'en parler, parce que l'ACRE, au démarrage, quand on a une exonération, on peut ne voir que l'aspect exonération et se dire que c'est bien, on n'a pas de frais à dépenser ou on ne va pas nous prendre un peu d'argent et de trésorerie, mais ça veut dire que derrière, en fait, il n'y a pas de cotisation. Et donc, il n'y a pas cette cotisation pour la retraite pour les années qui viennent. Donc, c'est une information à avoir, de le voir vraiment dans son ensemble. Avantages et conséquences et pas ne se rester que sur l'aspect avantage au démarrage de dire chouette, pendant 1 an je vais pas avoir à payer les cotisations pour la retraite, mais ça veut dire que forcément votre retraite elle est entamée d'autant en fait, ou il faudra qu'elle la soit prolongée d'autant. Bien sûr, en effet, on en a discuté au téléphone quand on s'était eu au téléphone, c'est ça, je m'en souviens. Et du coup, donc, cette demande d'ACRE doit être faite
au plus tard, j'insiste encore une fois, c'est pour les micro-entrepreneurs, hein, dans les 45 jours, après la création. Post 45 jours, il n'est plus possible de prétendre à cette fameuse ACRE. Okay. Sachez qu'effectivement, la réglementation vis-à-vis de son fonctionnement évolue tous les ans dans le cadre des fameuses lois de finances. Donc, pour vous donner un exemple, c'est vrai que sur l'année, par exemple, 2019, l'ACRE était généralisée et automatique. D'accord? Qu'on le soit salarié demandeur d'emploi ou pas. Depuis 2020, ça a changé. Il y a des conditions d'éligibilité à l'ACRE. Si on est auto-entrepreneur, on doit compléter un formulaire et transmettre le justificatif auprès de l'URSSAF, justement pouvoir obtenir cet accord. Et que lorsqu'on est en société, c'est censé être automatique. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des petites particularités, mais soyez quand même rassurés. Vous êtes toujours accompagné par un conseiller du centre de formalité des entreprises ou éventuellement un conseiller dédié pour pouvoir mettre en place cette ACRE qui aura pour vocation, encore une fois, de bénéficier d'une exonération partielle. OK? Justement, je vais vous faire apparaître les conditions qui permettent d'être éligible à l'ACRE. Donc, les demandeurs d'emploi indemnisés ou susceptibles de l'être. Donc, si vous êtes actuellement demandeur d'emploi indemnisé, en plus de votre formulaire d'ACRE que vous devez transmettre à l'URSSAF, vous allez aussi transmettre la notification d'ouverture de droit. Les demandeurs d'emploi non indemnisés ayant été inscrits 6 mois au cours des 18 derniers mois à Pôle emploi, les bénéficiaires de l'ASS, les bénéficiaires du RSA, les personnes remplissant les conditions des contrats aidés, le fait d'être aussi en quartier. Donc, vous voyez là, je vous ai mis le dispositif dans la majorité dans les conditions d'éligibilité à l'ACRE pour les auto-entrepreneurs. Sachez juste, soyez rassurés, sur le formulaire, ces conditions réapparaissent. D'accord? Il faudra simplement cocher celle qui vous correspond et transmettre le justificatif en face. D'accord? Bien. Donc justement, il faut savoir qu'effectivement, cette exonération ne porte que sur la partie des revenus ou rémunérations ne dépassant pas 120% du SMIC. Ça, c'était effectivement la base 2016, c'est aussi notre base actuelle. Donc, pour en arriver à un stade de 21 120 euros en termes de rémunération pure, a priori, par rapport à vos déclarations, ce sera lié à la réalisation de votre chiffre d'affaires. D'accord ? Donc, sont prises en charge dans les deux cas, quel que soit le statut, des cotisations patronales correspondant à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, prestations familiales, à l'assurance vieillesse de base. Les cotisations relatives à la CSG, CRDS, au risque d'accident de travail, à la retraite complémentaire, c'est sûrement sur l'axe évoqué, à la formation professionnelle continue, au versement de transport, ne sont pas exonérés. Okay. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'ACRE. Vous pouvez le retrouver directement sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr et dans le cadre d'un échange personnalisé, on pourra revenir dessus de façon un peu plus détaillée. Mais en gros, retenez que l'objectif de l'ACRE est de vous permettre de bénéficier d'une exonération partielle des charges sociales la première année, ce qui n'est pas négligeable lorsque vous débutez votre activité. Bien. On va évoquer maintenant la situation vis-à-vis des allocations Pôle emploi. Parmi vous, lesquels sont inscrits à Pôle emploi et bénéficiaires d'allocations? Est-ce que vous êtes tous et toutes inscrits à Pôle emploi ou pas? Est-ce que vous pouvez faire le petit logo? OK? Non, pas encore. Et Madame Hartmann, c'est ça? Ou Madame Mercier? Non, Madame Mercier. Okay. Moi, je ne suis pas encore inscrite à Pôle emploi parce que là, je suis encore en rupture conventionnelle. D'accord. Et donc, d'ici la fin du mois, et ensuite, je m'inscris à Pôle emploi et voilà. OK. Madame Legrand? Oui, je ne suis pas inscrite à Pôle emploi. Je ne comprends pas ce que c'est votre petit logo. Quand vous dites le petit logo, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas. En bas, en fait, vous avez une barre. Je me permets d'intervenir, Sabine, et de vous appeler par votre prénom. En bas, en fait, il y a les participants, la discussion, écran partagé, enregistré, et vous avez un petit icône réaction. Et quand vous cliquez dessus, en fait, on peut lever la main, on peut mettre oui ou non, on peut mettre, enfin, lever de pouce et d'autres choses. Ok, merci. Je connaissais, mais je n'ai pas fait la mise à jour. Je n'ai pas les mêmes trucs que vous. D'accord. Okay, merci. Ok. Donc, non, je ne suis pas à Pôle emploi.
D'accord. Bon, en tout cas, sur cet aspect-là, sur la slide, l'idée, c'est de vous faire comprendre que, effectivement, vis-à-vis de vos allocations Pôle emploi, pour ceux qui sont inscrits à Pôle emploi, vous avez deux options possibles lorsque vous êtes créateur d'entreprise. Vous avez le choix entre le maintien des allocations, que l'on appelle l'ARE, d'accord, l'allocation de retour à l'emploi, ou l'Ars Capital. D'accord. Pour faire simple, lorsque vous choisissez le maintien des allocations Pôle emploi, vous allez devoir déclarer tous les mois, lorsque vous êtes micro-entrepreneur, le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Vous allez le déclarer à Pôle emploi. D'accord. Pôle emploi va ensuite effectivement procéder à un calcul lié à votre situation personnalisée et à votre allocation pour vérifier quel est l'éventuel complément que vous pourriez percevoir. D'accord. Et s'il s'avère que vous avez un mois où vous faites 0 € de chiffre d'affaires, ben là, vous bénéficiez de l'allocation Pôle emploi dans son intégralité. Ça, c'est la première option possible lorsque vous êtes bénéficiaire de l'allocation Pôle emploi. C'est de choisir ce qu'on appelle le maintien. D'accord. Il faut savoir que si votre revenu d'activité est supérieur à 70% du salaire journalier de référence que vous percevez chez Pôle emploi, il n'y aura pas de cumul. D'accord. C'est sur le mois concerné. C'est vrai que là, c'est un aspect assez technique, mais pour faire simple, lorsque votre revenu d'activité indépendante en tant que micro-entrepreneur est supérieur à votre allocation Pôle emploi mensuel, là, précisément, il y a de fortes probabilités que vous ne percevez pas d'allocation pour le mois concerné. D'accord. Si le mois suivant, vous ne faites pas du tout de chiffre d'affaires, ce qui peut être une possibilité, à ce moment-là, Pôle emploi vous verse l'intégralité de votre allocation sur le mois concerné. Okay. Donc, pour faire simple, la notion du maintien des allocations Pôle emploi, elle est liée à votre chiffre d'affaires réalisé par mois. Et c'est l'option la plus sécurisante. D'accord. Parce que si finalement votre activité ne vous génère pas suffisamment de revenus, vous aurez toujours la soupape de votre allocation versée mensuellement. Okay. Très souvent, sur cet aspect-là, j'essaye de sensibiliser les chefs d'entreprise parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui est sécurisant. Mais parfois, on peut très vite se dire finalement, bon, ben, c'est pas grave, si ce mois-ci je réalise pas de chiffre d'affaires, j'ai toujours le Pôle emploi. Sauf que clairement, l'idée et l'objectif, c'est que votre activité se pérennise et que vous essayez de la développer au maximum. D'accord. Donc, l'effet inverse, c'est que parfois, on peut avoir un moment de démotivation en se disant, bon, ben, c'est pas grave, quoi qu'il arrive, j'ai toujours mon allocation. Donc, à vous de faire ce choix et de vérifier si justement, vous êtes dans l'optique de sécurité ou pas. Ça va sur cette explication par rapport aux allocations et au maintien? Bien. Alors, je vous montre la deuxième option possible. Lorsque vous êtes allocataire des allocations chômage, vous avez la possibilité de bénéficier de ce qu'on appelle l'ARS. Donc, à ne pas confondre avec l'ACRE. À une lettre près, ça pourrait, hein, mais là, ça s'appelle l'ARS, A-R-C-E. Donc là, précisément, c'est la possibilité de bénéficier de votre capital Pôle emploi. Alors, je vais essayer de m'expliquer de manière la plus claire possible. Au moment de votre création d'entreprise, vous allez avoir ce qu'on appelle un reliquat de droit à Pôle emploi. C'est-à-dire qu'à la date de création, il va vous rester sûrement un nombre de jours d'allocation à percevoir à Pôle emploi avec un montant net par jour d'allocation. On va multiplier ce montant net par jour avec le reliquat de jours restants. Ça va nous donner un capital. Okay. Et sur ce capital, vous avez la possibilité de bénéficier de 45% qui vous sera versé en 2 fois. Donc, parfois, ça peut effectivement être intéressant, notamment très souvent lorsqu'on est en début d'ouverture de droit. D'accord. Parce que la durée maximum à Pôle emploi, c'est 730 jours. On est moins de 55 ans. Et ça permet finalement de pouvoir bénéficier d'un capital au démarrage. Mais c'est une option un peu moins sécurisante que la première. Pourquoi? Parce que si vous prenez le capital, vous allez avoir la première partie des 45% qui vont être versés dans le mois de démarrage d'activité.
Puis la deuxième partie au bout de 6 mois, sous réserve de justifier que votre activité est toujours effective. Et pendant ce laps de temps, donc entre le premier versement et au bout de 6 mois, vous n'avez plus aucun revenu de Pôle emploi. OK? Donc ça, c'est les deux options qui s'offrent à vous par rapport à vos allocations. C'est à vous de faire le choix qui vous semble le plus adapté à votre situation personnelle. Si on veut jouer plutôt la sécurité et avoir une sérénité mensuelle en termes de revenus, ce sera le maintien des allocations. D'accord? Si on est sur une activité où on sait que dès le démarrage, ça va générer beaucoup de revenus et puis on aura peut-être besoin d'investissement ou autre, on pourra privilégier l'Ars Capital. D'accord? Donc ça, c'est les principes que je viens de vous citer, mais de manière concrète, il faut le vérifier par rapport aux situations de chacun. D'accord? Parce que en fonction du moment où vous ouvrez vos droits, en fonction du nombre de droits restants au moment de la création, l'un peut être plus pertinent que l'autre. Sachez, petite parenthèse, pour pouvoir bénéficier de l'Ars Capital, il faut avoir impérativement eu d'abord un accord d'ACRE pour de l'exonération partielle des charges sociales. Pôle emploi l'a conditionné, d'accord? L'Ars Capital est conditionné à un accord d'ACRE. Si je n'ai pas d'accord d'ACRE, je ne peux pas bénéficier de l'Ars Capital. Est-ce que ça va là-dessus? Des questions peut-être? Pour ceux justement qui sont plutôt inscrits à Pôle emploi, notamment à Madame Clavaron, du coup, vous aviez pris le temps de la réflexion par rapport à ces deux options que je vous avais déjà plus ou moins évoquées? On ne vous entend pas. Vous pouvez activer le micro. Non, on ne vous entend pas, c'est pas grave. Sinon, tu peux écrire dans le chat. Oui. Et pour vous autres qui éventuellement êtes inscrits à Pôle emploi, futurs créateurs, peut-être Madame Mercier, même si vous êtes en rupture conventionnelle, vous avez pris le temps peut-être de déjà réfléchir à l'une de Oui, ces alors options. je pense que moi, la meilleure solution, c'est l'art, en fait, c'est de continuer à avoir les indemnités Pôle emploi. Et après, après, ça fait les vases communicants. En fait, je dirais qu'à partir du moment que l'activité arrive bien à se lancer, on va arriver à un certain temps, on coupe Pôle emploi et on continue sur notre activité. Ça fait comme, en fait, si vous êtes donc, chez Pôle emploi pour trouver du travail, c'est ce qu'on fait habituellement. Donc là, je pense que c'est exactement le même système, mais c'est un système qui est rassurant et qui Exactement. peut être très bien. C'est exactement le cas. Donc, c'est une sécurité assez intéressante et pour le coup, voilà, c'est important. Sachez juste que c'est les deux options existantes et c'est finalement votre choix entre l'un et l'autre. Soit l'aspect un peu plus sécurisant, soit la possibilité de bénéficier du capital pour éventuellement faire des investissements ou avoir un revenu dès le démarrage. Donc, voilà, c'est un choix sur lequel il faut réfléchir parce que finalement, on ne peut pas le changer en cours de route. C'est l'un ou l'autre. Ok. Donc, pour moi, c'est vraiment, voilà, Pôle emploi est l'un de nos partenaires historiques et je trouve ces deux dispositifs extrêmement intéressants et rassurants finalement pour le créateur. Et voilà, c'est pas dans tous les pays qu'on peut avoir ce type de dispositif. Donc, Magali, je crois que Audrey a mis un petit message. Est-ce que tu peux éventuellement nous le lire? Non, alors elle disait que oui, elle disait que attends, je reviens à la fin. Tac, tac. Je pense savoir sur quelle option partir. Voilà. Ok, bon. On maintient quand même le mystère. Bon, on en discutera alors de façon un peu plus individualisée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parfait. Bastien, vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi? Ça a coupé? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Je n'ai pas entendu votre question. je vous demandais justement si vous étiez inscrit à Pôle emploi ou pas du tout. Exactement, ouais, exactement. Et du coup, la réflexion entre l'un et l'autre, vous avez pris le temps de la faire ou pour l'instant, c'est Pas, toujours en cours? pas encore, pas encore, pas encore. Vous aviez déjà connaissance de ces deux options? J'avais connaissance des deux options et enfin, juste pour une petite aparté,
J'ai d'ailleurs signé ma convention, enfin j'appelle ça une convention, contrat d'accompagnement, avec Vincent Pillet. Je l'ai signé entre les deux ateliers mardi, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été speed, mais on a signé, voilà. Donc voilà. Après, moi, je vais continuer de bien en parler avec Vincent. Et voilà. Après, je prendrai ma décision pour voir comment faire aussi, quelle est la meilleure solution en fait. Une très Donc, bonne chose. voilà. Ok, Merci beaucoup. on continue. Et ici, donc, Excusez-moi. Julien. Oui. Oui, bonjour. J'ai pas tout suivi parce que j'ai d'autres choses à gérer en même temps, donc je ne sais pas si la question a déjà été posée. Donc si c'est le cas, je m'excuse. Donc je me suis pas présentée. Moi, je suis photographe. Je suis en micro-entreprise depuis 2016. Et en parallèle, je suis salariée de la fonction publique, mais je cherche à démissionner pour vraiment voilà, me cantonner vraiment qu'à la micro-entreprise, essayer de trouver d'autres activités autour de celle-ci. J'ai demandé une disponibilité qui m'a été refusée. Et du coup, voilà, j'hésite encore j'hésite, je vais tenter la rupture conventionnelle, mais j'ai très peu d'espoir. Du coup, s'il y a des missions, est-ce qu'il y a des aides possibles ou pas, du coup, d'un point de vue… Alors, du coup, effectivement, comme vous avez pu le voir, il me semble que ça date déjà depuis l'année dernière. Donc, il y a la démission. Le principe de base, c'est lorsque vous démissionnez et que vous vous inscrivez à Pôle emploi, Pôle emploi estime que vous êtes volontairement vous privé de votre emploi. Et que du coup, il faut un motif pour ne pas être pris en charge. D'accord? Parce que le motif valable pour être pris en charge de Pôle emploi, c'est d'avoir involontairement été privé de son emploi. D'accord? Mais depuis, il y a ce qu'on appelle la démission reconversion. D'accord? Et donc, pour la démission reconversion, vous devez absolument… Alors ça, je me suis renseignée déjà parce que j'avais vu avec ma conseillère de la Chambre des métiers, du fait que je viens de la fonction publique, ça ne fonctionne pas. Donc, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, il n'y aura pas d'autres options. Donc, il n'y a rien. Ok, c'est le saut complet. C'est le cas. Du coup, enfin, le conseil, c'est essayer de trouver la meilleure solution plutôt que de démissionner, dans la mesure du possible. Ouais, oui, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, parce que c'est vrai que même la mise en disponibilité, ils ne veulent pas en entendre parler. Non, ça a été refusé par manque de personnel. Donc, je suis dans l'éducation nationale et mais voilà. Les petits d'en bas. Donc voilà. Vraiment, le conseil que je pourrais vous apporter dans la situation, c'est de continuer à dialoguer, échanger effectivement avec les ressources humaines. Il me propose un aménagement du temps de travail, mais bon, une demi-journée par semaine, je ne vais pas aller très très loin. Voilà. C'est des situations au cas par cas et le mieux réellement, c'est de continuer les échanges pour vous assurer de ne pas être dans une situation où finalement vous démissionnez et qu'il n'y ait rien derrière. C'est quand même un enjeu important, l'aspect financier, et il faut bien sécuriser les choses avant de pouvoir se concentrer exclusivement sur une future unique activité de photographe. Ok, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Alors, ici, je vous ai mis justement le lien que je vous invite tous à noter. C'est la base de données des différentes aides qui peuvent exister sur notre territoire et un peu plus. En fait, c'est une base de recherche sur BPI France Création, sur lequel finalement vous pouvez choisir notre territoire, à quel moment de votre projet vous êtes, sur quel type d'aide vous souhaitez vous positionner. Est-ce que c'est plutôt sur des subventions, des prêts d'honneur? Et après, vous avez effectivement un listing qui va apparaître et vous pourrez justement cliquer et de manière systématique, vous avez le nom de l'interlocuteur en charge de chaque dispositif. Excusez-moi. Oui. Juste, est-ce que vous pourriez décaler votre souris qui est sur le lien? Ah oui, j'arrive c'est quand même pas mieux. grand-chose, Voilà. mais merci. Voilà, comme ça. Alors, hop. Je vais vous faire une petite démonstration du site. Que vous puissiez tous avoir un ordre d'idée. Alors, on va partager les lignes.
Vous l'avez tous noté, le lien? Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon aussi. Voilà. Est-ce que vous voyez le site du coup sur l'écran? Oui, oui. Oui, pour moi. Voilà. Donc, vous voyez, il se présente de cette façon. Donc, on est sur le site BPI. C'est le lien sur lequel je viens de cliquer. C'est celui que je vous ai mis sur la diapo. D'accord? Et là, vous pouvez justement, vous voyez, rechercher si vous êtes en création ou reprise, le territoire, quel est votre site, enfin, quel type d'activité et la nature de l'aide recherchée. Vous avez vu? Prêt d'honneur, subvention, prêt, avance remboursable, garantie. Donc, tous les éléments qu'on a pu évoquer. Et à partir de là, vous lancez dans le moteur de recherche et ça vous donnera effectivement un certain nombre de réponses. Donc, j'ai trouvé que c'était un récap assez intéressant de notre matinée pour que vous puissiez finalement voilà, naviguer un petit peu, regarder, vous informer et choisir celles qui vont être le plus adaptées en fonction de votre activité. Okay. Donc, je vous invite tous, hein, bon, à l'issue de l'échange, hein, parce que du coup, on arrive quasiment au terme de la présentation de ce matin, d'aller voilà, regarder, prendre le temps de vérifier sur le site si il y a des aides qui peuvent être mobilisables vous concernant. Et pour le coup, essayer de bien les identifier, comme ça, le jour d'un éventuel entretien, vous serez déjà prêt pour évoquer ces dispositifs. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, on est là pour la période de questions-réponses. On va prendre encore quelques minutes si vous avez des questions. N'hésitez pas à intervenir.